Bonjour à tous, aujourd'hui c'est Valentine pour cet épisode de l'Hebdo de la nuit. Puisque le printemps est parmi nous et que l'été va bientôt pointer le bout de son nez, les oiseaux chantent et les fleurs sentent bon, j'ai envie de vous proposer pour ce numéro de se concentrer uniquement sur des actualités positives pour réchauffer notre cœur comme le mercure de nos thermostats. Alors voici le programme. On va d'abord parler des repas à 1 euro du Crous pour tous les étudiants. Ensuite, on va se concentrer sur le prix Nobel vert de 2026 et on mettra en lumière les actions d'une association. Les repas à 1 euro du Crous. Depuis début mai, tous les étudiants peuvent bénéficier d'un repas, entrée plat dessert, à 1 euro en mangeant dans les restaurants universitaires du Crous. Une mesure qui vise à soutenir les étudiants qui se retrouvent de plus en plus en situation de précarité et de pouvoir se nourrir de manière plus équilibrée autour d'un repas complet. Ce tarif était avant réservé uniquement aux étudiants boursiers et le prix d'un repas était de 3,30 €. Bon, je vous ai promis un épisode d'actualité positif, mais il est tout de même important de rappeler que les étudiants souffrent de plus en plus de conditions de vie difficiles, notamment depuis le Covid. Selon une enquête de la FAGE, qui est la Fédération des associations générales étudiantes, il y a près de un quart des étudiants qui vivraient avec moins de 100 € par mois après avoir payé leur loyer. Le coût de la vie ayant considérablement augmenté ces dernières années et le soutien financier via les bourses se trouve de plus en plus fragilisé, cela relève parfois d'un parcours du combattant que de se donner l'opportunité de poursuivre des études post-bac. Les loyers sont de plus en plus chers, les places en logement Crous sont également plus difficiles à obtenir et il faut parfois faire une coloc avec les cafards et autres punaises de lit. Sans oublier l'humidité et le froid pour les passoires thermiques ou l'effet spa en vivant dans un studio sous les toits en été. Et il faut se nourrir, mettre du carburant dans sa voiture si jamais on a eu l'occasion de pouvoir financer son permis et en plus d'acheter un véhicule derrière. Il y a encore beaucoup d'autres éléments qui seraient à citer. Dans tous les cas, cela entraîne la nécessité pour de plus en plus d'étudiants de trouver un emploi en parallèle de leurs études. Les journées sont donc parfois très longues et manger équilibré, voire manger tout simplement, est loin d'être une priorité. Mais derrière une bonne nouvelle se cachent toujours quelques ombres au tableau, et on en revient toujours à la question des moyens alloués pour une telle mesure. Reste à savoir si la qualité des repas ne sera pas entachée et si le personnel sera suffisant pour absorber l'augmentation de la fréquentation des restaurants universitaires. Comme le dit Ilan Amiar, qui est le représentant national de la FAGE auprès du Centre national des œuvres universitaires et scolaires, donc le CNUS, et qui est aussi étudiant sur le campus de Bordeaux. Il nous dit donc: il faut plus de restaurants, plus d'agents et plus d'argent. On veut que l'État donne les moyens suffisants pour que cette mesure soit appliquée dans des conditions qui soient normales. On s'attend à ce qu'il y ait plus d'étudiants qui viennent. Or, les emplois du temps ne seront pas aménagés, en tout cas pas pour cette année. Donc un étudiant qui doit faire 1 heure de queue, qui commence à manger à 14 heures alors qu'il a cours à 14 heures, ne pourra pas aller se restaurer. Le président du CNUS, Bénédicte Durand, promet pour l'instant 50 millions d'euros, dont 35 millions d'euros pour compenser la perte de recettes, 5 millions pour des petits travaux et l'investissement sur les restaurants comme l'achat de fours, de tunnels de lavage ou de cellules de refroidissement, et 5 millions d'euros supplémentaires sont dédiés à la recrue de 204 personnes supplémentaires dans les équipes de restauration. Pour Christopher Barboré, qui est représentant CGT au Crous de Bordeaux-Aquitaine et agent polyvalent sur Bordeaux depuis 14 ans, ces moyens humains semblent insuffisants. Ce dispositif est une vraie avancée après plusieurs années de bataille des syndicats, même si l'enveloppe allouée est questionnante. Si cette mesure trouve son équilibre et fonctionne en ne privant pas les étudiants d'une qualité et quantité convenables des repas, tout en ayant la possibilité d'avoir le temps de manger le midi, sans oublier de prendre en compte les équipes du Crous, en espérant qu'elles ne finissent pas leur journée épuisées, dans ce cas, même si ça fait beaucoup d'éléments, pour accompagner davantage cette mesure, pourquoi ne pas réfléchir à une ouverture des restaurants universitaires le soir ou un système de repas emportés? Allez, things positive, on y croit. Petit focus maintenant sur la joyeuse victoire cette année pour le prix Nobel vert. Dans un premier temps, le prix Nobel vert, qui est aussi appelé le prix Goldman pour l'environnement, récompense depuis 1989 des activistes de terrain engagés pour la défense de l'environnement. Une action est mise en lumière par grandes régions du monde, Afrique, Asie, Europe, Amérique, nations insulaires. Et pour la première fois, pour cette année 2026, ce sont 6 femmes qui ont été sélectionnées. 6 militantes du Nigeria, de Corée du Sud, du Royaume-Uni,
de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des États-Unis et de Colombie. Cette joyeuseté marque l'importance que les femmes prennent dans la défense concrète de la terre et du vivant. Ces femmes ont toutes mené 6 combats contre des projets industriels. Dans un premier temps, au Nigeria, Iroro Tanchi a mis en place des brigades de pompiers volontaires qui ont stoppé plus de 70 départs de feu dans la réserve d'Afi Mountain. Cette action vise notamment à préserver une espèce de chauve-souris victime des incendies. En Colombie, l'action de Yuvelis Morales Blanco se concentre notamment sur le fleuve Magdalena, dont dépend sa communauté. Pêche en déclin, eau contaminée, menaces industrielles qui s'accumulent, elle a fédéré les États de Puerto Milches contre 2 projets pétroliers majeurs et contribué à mettre en pause la fracturation hydraulique commerciale dans le pays. Au Royaume-Uni, Sarah Finch obtient en juin 2024 un arrêt historique de la Cour suprême sur un projet pétrolier dans le Surrey. Son but était d'alerter sur le fait qu'il faut aussi intégrer que dans un projet pétrolier, il faut aussi prendre en compte ce qui se passera ensuite quand le pétrole sera brûlé. En Corée du Sud, Borim Kim et le collectif Young for Climate Action ont obtenu une décision similaire sur la politique climatique nationale. L'objectif était de faire reconnaître que l'inaction climatique de l'État constitue une violation des droits fondamentaux car les actions individuelles ne suffisent pas. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, Teonila Roca Madbob a fait plier l'entreprise Rio Tinto sur la pollution laissée par la mine de Panguna avec un accord signé en novembre 2024. En effet, la mine de cuivre et d'or exploitée pendant des années par cette entreprise a déversé des quantités massives de déchets dans les rivières. Des décennies plus tard, les sols sont contaminés. Aux États-Unis, la leader Yumping Alana Akak Hurley a coordonné le combat de 15 nations tribales qui a abouti en janvier 2023 au veto fédéral contre le projet minier Pebble Mine en Alaska, dans l'une des régions où l'écosystème est l'un des plus riches de la planète. Et une fatalité qui est souvent ignorée, c'est que les femmes sont souvent en première ligne des effets climatiques. Selon ONU Femmes, les femmes sont en moyenne plus exposées aux conséquences sanitaires du dérèglement climatique. Dans de nombreuses communautés, ce sont elles qui gèrent au quotidien l'eau, la nourriture et l'énergie domestique. Cette proximité les place en première ligne dès qu'un projet industriel ou un événement climatique vient bouleverser leur environnement. Alors, quelle plus belle réjouissance que des actions pour lutter contre la surindustrialisation de ce monde afin de protéger notre belle planète de l'activité humaine qui finit par oublier sa propre humanité, tout en saluant et en mettant en lumière le travail de 6 grandes dames, rappelant que les femmes jouent un rôle tout aussi important dans ce monde que celui des hommes. Il ne s'agit pas de saluer et mettre en lumière uniquement des idées, des souhaits pour le futur, mais de vrais projets concrets, ancrés dans le territoire, montrant que des marges de manœuvre existent face aux géants de l'industrie et face aux fragilités déjà existantes sur notre petite planète, une écologie qui ne se contente pas que de constater, mais qui agit concrètement. Et pour finir ce numéro, un petit mot sur les actions d'une association, celle de Sœurs d'encre à Bordeaux. Dans ce salon de tatouage pas comme les autres, il s'agit d'accueillir des femmes touchées notamment par le cancer du sein pour que les cicatrices laissées par cette épreuve de vie soient sublimées d'un tatouage qui accompagnera ce nouveau corps afin de se le réapproprier. Il ne s'agit pas de cacher ces marques du passé, mais de les présenter comme une partie de l'histoire de sa vie. Dans le salon de Sœurs d'encre, chaque tatouage raconte une histoire singulière. L'encre ne cherche pas à dissimuler, mais à redonner du sens, reconstruire sa beauté, l'image qu'on porte sur soi. Réparer un corps ne consiste pas seulement à refermer une cicatrice, mais à la poétiser pour travailler sur l'acceptation et transformer cette cicatrice en force. Aujourd'hui, Sœurs d'encre est reconnue comme soin oncologique de support à travers le tatouage thérapeutique sur des cicatrices ou des brûlures. Alors n'hésitez pas à aller les soutenir sur leurs réseaux, Instagram et Facebook notamment, pour admirer leur travail. Alors pour cette semaine, bien que les actions présentées touchent à des sujets sensibles, notamment la protection de notre chère planète, se reconstruire après le cancer, ou les conditions de vie des étudiants en France, et même si ces actions soulèvent des questions, elles ont le mérite d'exister, d'être là et d'initier un début de réflexion et de combat. Et pour finir, je vous laisse sur cette musique du groupe Florence and the Machine, Dog Days Are Over, désolé pour mon anglais. Cette chanson métaphorique évoque la fin de la canicule et l'arrivée de meilleurs jours. Alors,
Après la présentation du travail remarquable de ces 6 femmes qui luttent pour garder notre planète verte, quoi de mieux qu'une musique joyeuse pour remplir nos cœurs d'un peu d'espoir?